Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Martin Fayulu brigue la magistrature suprême. L'opposant congolais revendique toujours la victoire au scrutin de 2018. Il est candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Le candidat de l'ECD espère une victoire en 2023. Le maire de Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, est l'invité de cette édition. Nous reviendrons avec lui sur les défis de la Coupe d'Afrique des Nations de football, de l'urbanisation ou encore l'avenir du PDCI. Et le marché commun de l'Afrique orientale et australe se porte bien. Les exportations totales du COMESA vers le reste du monde ont connu une hausse de 15% de 2021 à 2022. La région devrait désormais concentrer ses efforts sur la chaîne de valeur de production. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, la situation s'est stabilisée ce lundi au lendemain des affrontements du 26 novembre à Freetown. Les activités ont repris dans la capitale et le couvre-feu national instauré à la suite des événements a été allégé. Rappelons que Freetown a été le théâtre d'affrontements armés ce dimanche qui ont fait 13 morts dans les rangs des troupes loyales au pouvoir. Le gouvernement sierra-léonais continue de traquer les assaillants qui ont forcé une armurerie militaire et qui ont fait sortir de nombreux détenus de prison. Certains sont toujours en fuite et d'autres ont été arrêtés et devront rendre des comptes d'après les informations données par les autorités. Il porte les couleurs du parti politique de l'opposition, Engagement citoyen pour le développement, ECD, et celle de la coalition Lamouka. Martin Fayulu fait partie des 26 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. 5 ans après l'élection présidentielle de 2018 qu'il estime s'être fait voler, l'opposant espère une victoire en 2023. Plus de détails avec Amenedj. Les premiers meetings de campagne en République démocratique du Congo pour l'élection présidentielle du 20 décembre ont démarré depuis le 19 novembre 2023. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et l'un des principaux détracteurs du pouvoir en place, a surpris en annonçant sa candidature après avoir brandi la menace de boycotter le scrutin si le fichier électoral n'était pas revu. La coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. En course avec Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Martin Fayulu, 66 ans, né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, était arrivé deuxième en décembre 2018, réclamant la victoire et contestant 34,8% de voix contre 38,5% pour l'actuel président au pouvoir depuis janvier 2019. Selon plusieurs sources locales, l'opposant Fayulu, membre de la coalition Lamouka, a récemment affirmé que sur plus de 43 millions d'électeurs inscrits au scrutin de 2023, 10 millions seraient fictifs. Il appelle ainsi à la vigilance. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Outre son principal adversaire, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu fera face à d'autres figures de la République démocratique du Congo, à l'instar de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 58 ans, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, 68 ans, et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, 66 ans. Patrice Kwame Kwasi est devenu le 5e maire de Yamoussoukro à l'issue des élections municipales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Avant de porter cette casquette, il a été premier adjoint au maire de la capitale administrative et politique pendant 5 ans. C'est dans l'exercice de cette fonction que cet avocat international a été distingué en février 2023 pour ses actions de développement à Yamoussoukro. Il a été désigné meilleur acteur des œuvres de développement de Côte d'Ivoire. Il a également reçu le super prix Sa femme comme bronze 2023 qui récompense la contribution à l'édification et à l'émergence économique. Patrice Kwame Kwasi est l'invité de cette édition. Bienvenue.
Merci. Nous sommes à moins de 2 mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN, qui débutera le 13 janvier prochain. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro fait partie des 6 infrastructures retenues pour accueillir les matchs de la CAN. Est-ce qu'aujourd'hui, des réponses ont été apportées aux préoccupations majeures, à savoir salubrité, eau et électricité ? Oui, effectivement, vous savez, la CAN, c'est un défi national pour nous et à Yamoussoukro, en tant qu'une des villes organisatrices donc, de cette CAN-là, c'est un défi pour nous également. Mais il y a des défis qui relèvent de l'autorité locale et il y en a d'autres qui relèvent de l'État. Les questions d'électricité et d'eau, ce sont des défis au niveau de l'État. Heureusement que l'État a pris les choses en main et nous avons donc les sociétés d'électricité et d'eau qui sont à pied d'œuvre en ce moment pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures. À partir du 15 décembre, ces travaux-là seront terminés et nous aurons donc 15 jours jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre. Pour apprécier l'effectivité et l'efficacité des travaux qui ont été apportés en matière de réseau d'assainissement, d'électricité et d'eau. Donc tout sera prêt pour la CAN. Fin prêt pour la CAN, oui. L'alimentation en électricité est un réel défi lorsque l'on sait que la CAN 2021 au Cameroun a battu des records d'audience sur les médias numériques avec plus de 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y aura nécessairement une comparaison entre les deux CAN. Est-ce que vous êtes confiant ? Alors la Côte d'Ivoire n'échappe pas au changement climatique avec El Niño. Vous savez, on a reçu déjà de la Sodexam, qui est un organisme météorologique en Côte d'Ivoire, qui nous annonce quand même une forte sécheresse pendant le mois de janvier-février, pendant la CAN. On ne peut pas prévoir aujourd'hui ce qu'il en sera, mais nous avons des barrages hydroélectriques et nous espérons que ces barrages-là ne seront pas à sec à cette période-là, en tout cas. Yamoussoukro est l'une des villes africaines les plus visitées au monde. Elle abrite d'ailleurs la basilique Notre-Dame de la Paix, le plus haut édifice chrétien au monde, symbole de l'ère Félix Houphouët-Boigny, premier président après l'indépendance. Toutefois, il y a une polémique autour de cette bâtisse. Son entretien coûte cher. Est-ce que vous comprenez cette controverse ? J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette polémique. Je ne sais pas quel est le coût de l'entretien, ni qui supporte ce coût-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a de gros travaux d'entretien dont aurait besoin la basilique et qui ne sont pas effectués en tout cas. Alors comment ça se passe ? Elle est sous la direction de qui cette basilique ? Cette basilique, à ma connaissance, a été offerte au Vatican. Donc pour moi, tout naturellement... Aucun frais n'est investi par Yamoussoukro dans cette basilique alors d'après ce que j'ai cru comprendre, le président Houphouët a offert cette basilique donc, au Vatican et avait mis un fonds d'entretien de la basilique pour voir à l'entretien justement de la basilique. D'accord. Et comme beaucoup de grandes villes africaines, Yamoussoukro est confronté au défi de la gouvernance foncière. En tant que maire, quelle réponse comptez-vous apporter à la question de la planification urbaine ? Alors la question de la planification urbaine doit s'incorporer dans la planification nationale elle-même. Et donc pour ce faire, nous avons eu recours à un bureau d'études nationales, le BNET, pour élaborer un plan stratégique de développement local sur les 30 prochaines années pour Yamoussoukro. Alors, construire une ville, diriger une ville, bien évidemment, se fait à travers un plan stratégique, une projection. Donc nous serons prêts d'ici 6 mois et à partir de ce moment-là, nous pourrons dérouler donc, sur les prochaines années ce plan stratégique de développement de la ville de Yamoussoukro. C'est un projet peut-être que vous avez dû étudier durant vos 5 années en tant que premier adjoint au maire. Tout à fait, puisque ce plan stratégique de développement a été signé il y a juste 3 mois. Et donc, j'ai participé à l'élaboration de ce plan stratégique-là, effectivement. Donc, vous savez où vous allez. Tout à fait. Face à cette urbanisation croissante, l'agriculture locale est-elle en danger ? Alors, je ne suis pas du tout inquiet pour l'agriculture locale parce que nous avons énormément de potentiel. D'ailleurs, un des villages qui se trouve à 15 km de Yamoussoukro, qui s'appelle Zata, est le premier pôle de production de tomates en Côte d'Ivoire et reste jusqu'à présent le premier pôle de production de tomates. Vous portez les couleurs du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, depuis la disparition de l'ancien chef de l'État, Henri Konan-Bédié, en août 2023. Le parti est en quête d'un nouveau chef et d'un futur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Où en sont les tractations ? À ma connaissance, il n'y a pas de tractation. Il y a 5 candidats qui sont en liste. Et aujourd'hui... Vous en faites partie ? Absolument pas, absolument pas. Je ne tiens pas dans la mêlée, je me vois plutôt comme un faiseur de roi. Donc, et en tant que congressiste, parce que c'est l'occasion pour moi de faire la part des choses, tous les militants ne sont pas congressistes. C'est important.
Et donc, ce sont seulement les congressistes qui vont élire le prochain président du parti. Et aujourd'hui, nous avons 5 candidats qui sont en train de sillonner les différentes délégations du pays, de façon à se faire connaître et à susciter donc le vote des différents congressistes. D'ailleurs, s'est tenu à Yamoussoukro aujourd'hui une réunion d'un candidat. Et le week-end prochain, nous recevrons également un candidat. Donc, est-ce que vous pensez un jour prendre la tête de ce parti ? Disons que, vous savez, diriger une ville, c'est pas une mince affaire. Alors pour le moment, je viens d'être fraîchement élu maire de Yamoussoukro. Je constate toute mon énergie et toutes mes forces dans la gestion de la ville de Yamoussoukro. Et comme certains le disent, quand on a des ambitions le matin, en se rasant, il faut penser à ses ambitions. Moi, j'ai qu'une seule ambition pour l'avenir, c'est d'être en bonne santé et être en vie. Et même pas une petite ambition pour la présidence de la République? Est-ce que ça fait partie de vos projets politiques? Écoutez, je viens de vous le dire à l'instant. Le plus important, c'est d'être en vie, en bonne santé. Et on peut avoir toutes les ambitions qu'on veut pour le futur, pourvu que nous soyons en vie et en bonne santé. D'accord. Merci, Monsieur Patrice Kwame Kwasi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes maire de Yamoussoukro, la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. La capitale, tout simplement. C'est ce que dit la loi de 83 qui instaure Yamoussoukro comme la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup confondent avec Abidjan. Tout à fait. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Le commerce international et régional du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, a enregistré de bonnes performances de 2021 à 2022. Les exportations totales du COMESA vers le reste du monde ont augmenté de 15%. Le sujet a été abordé le 23 novembre lors de la 44e édition du Conseil des ministres de cette communauté économique. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. La vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumongo, a profité de la tenue du 44e Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe le 23 novembre pour souligner la nécessité pour les pays membres du Conseil et notamment ceux de la région d'ajouter de la valeur à leur production et à créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. D'après l'autorité, la priorité dans la chaîne de valeur de production doit être basée sur la valeur ajoutée, la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant compte de la protection de l'environnement. Prioritization should be based on value addition, diversification. La priorité doit être basée sur la valeur ajoutée et la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant dûment compte de la protection de notre environnement. En plus de cela, nous devons nous rassurer que tout le monde dans la société, comprenant les plus vulnérables, les enfants et les femmes, soient suffisamment soutenus. And the vulnerable are adequately supported. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, au cours des 30 dernières années, les économies de l'Afrique australe ont connu une transformation productive limitée avec un recul de la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut total. La structure de production de la région se caractérise par sa dépendance aux ressources naturelles, une faible valeur ajoutée et un nombre restreint d'exportations complexes. Depuis les années 1990, la part moyenne de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB de l'Afrique australe s'est effritée, passant d'environ 20% à moins de 10% en 2017. Bien que notre pays soit doté des ressources naturelles immenses, incluant des minéraux, l'agriculture, la terre et les sites attractifs, nos peuples restent pauvres et vulnérables à des chocs économiques divers. En 2022, toutefois, les exportations du COMESA vers le monde ont augmenté de 15%, tandis que la valeur des exportations intra-COMESA a augmenté de 10%. Les importations en provenance du marché du COMESA se sont classées en 4e position dans la sous-région et ont augmenté de 27% en 2022. Également dans l'actualité, revirement de situation au Niger. La junte a décidé d'annuler la loi criminalisant le trafic de migrants datant de 2015. Cette loi punissait de 3 à 10 ans d'emprisonnement et de 1 à 5 millions de francs CFA toute personne qui assurait l'entrée ou la sortie illégale au Niger en échange d'avantages financiers ou matériels. Notons que cette décision survient dans un contexte de tensions grandissantes avec l'Union européenne après le coup d'État militaire de juillet dernier.
Un coup d'État qui a entraîné de nombreuses sanctions telles que l'arrêt de l'alimentation électrique par le Nigeria. Le Niger a donc récemment décidé de mettre en service une nouvelle centrale photovoltaïque de 30 MW. Objectif affiché, compenser les importantes pénuries d'électricité. L'accès des femmes aux droits fonciers demeure une lutte constante au Niger. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, le défi reste complexe et important. Le code rural reconnaît le droit des femmes à la terre, mais les coutumes ont la vie dure. Les terres sont généralement détenues par les hommes et transmises de père en fils. Plusieurs programmes ont donc été mis en place pour y remédier. Les explications d'Amenedj. Au Niger, la question de l'accès des femmes aux droits fonciers reste préoccupante. Historiquement, elles ont toujours été confrontées à des obstacles pour acquérir et détenir des droits fonciers, ce qui limite leur opportunité économique. Cependant, des progrès ont été récemment notés. L'actuel code rural reconnaissant les droits des femmes à la terre, notamment en cas de veuvage, de divorce ou si elles sont chefs de famille. L'accession des femmes aux terres n'est pas uniquement un problème africain ou nigérien, donc c'est un problème qui se pose un peu partout. C'est la volonté politique qui manque aux pays africains. Mais l'Afrique est dans une bonne moyenne déjà, parce que d'autres continents, d'autres pays sont beaucoup plus en retard, avoisinent 5% de l'attribution des terres aux femmes. Selon l'ONU, les femmes représentent moins de 20% des propriétaires fonciers au monde et moins de 5% de tous les propriétaires fonciers agricoles d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest, tandis qu'en Afrique subsaharienne, elles comptent pour 15% en moyenne. Du point de vue des coutumes au Niger, les femmes n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à la terre que les hommes. Des organisations locales et internationales travaillent à cet effet pour sensibiliser sur l'importance de l'accès des femmes aux droits fonciers et promouvoir des réformes législatives favorables à l'égalité des sexes. Le gouvernement africain devrait, dans l'avenir, attribuer plus de terres aux femmes parce que les femmes sont le moteur du développement de l'Afrique. Et puis dire que sans les femmes, l'Afrique ne pourra jamais se développer. C'est une condition sine qua non pour que l'agriculture en Afrique aille de l'avant. Une agriculture saine, une agriculture dynamique, une agriculture viable, puisque les femmes africaines sont des femmes vaillantes, dynamiques, clairvoyantes et puis très solidaires. L'une des dispositions de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 73 stipule qu'en cas de litige foncier, le partage équitable prôné par la loi des compétences juridiques se réfère à la coutume des concernés ou à la religion. Par conséquent, des défis restent à être relevés pour contrer l'inaccessibilité de la femme à la terre qui constitue un frein pour la société. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.